Comment une entreprise qui vient tout juste de voir un cinquième de sa valeur s'évaporer en une seule séance peut-elle provoquer un immense soupir de soulagement sur les marchés quelques semaines plus tard avec une micro-hausse de seulement 1,8%? Ouais, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît complètement irrationnel. Complètement. Et donc aujourd'hui, notre mission, c'est de décrypter la santé financière et la stratégie d'un géant historique des logiciels, Dassault Systèmes. Pour faire ce décryptage, on s'appuie sur des sources très précises, des notes d'analyse financière et boursière hyper récentes. Elles ont été publiées juste après les résultats du premier trimestre, fin avril 2026. C'est ça. L'idée ici, c'est vraiment d'ouvrir le capot d'une machine industrielle complexe qui, après avoir subi les foudres des marchés de manière répétée, tente de stopper une chute libre vertigineuse. Bref, déballons tout ça. Alors le cadre est posé, mais il convient de souligner d'emblée, pour ceux qui nous écoutent, que l'analyse de ces documents n'a évidemment pas pour vocation de formuler des recommandations boursières ou des conseils d'investissement. Ah non, bien sûr. L'intérêt de ces notes d'analyste, en fait, il réside dans ce qu'elles révèlent de la psychologie des marchés, surtout quand ils sont confrontés à une transition technologique majeure. Comprendre la dynamique de Dassault Systèmes en ce printemps 2026, c'est observer en temps réel comment les attentes des investisseurs, souvent très émotionnelles, interagissent avec la réalité brute des bilans comptables. Exactement. Et justement, pour saisir toute l'importance de ce petit rebond de 1,8% à jeudi d'avril, cette respiration d'un titre qui clôture enfin dans le vert, il faut impérativement regarder dans le rétroviseur. Oui, le contexte est indispensable ici. Ampleur du traumatisme précédent. Les documents qu'on a sous les yeux montrent qu'en l'espace de 5 ans, l'action a perdu 50% de sa valeur. La moitié, quoi. C'est massif. Et le pire, c'est que les 4 dernières communications financières au marché ressemblent à une descente aux enfers, mais tu sais, parfaitement chronométrée. La série est effectivement brutale. Le marché sanctionne régulièrement les déceptions, on a l'habitude de voir ça. Mais une telle régularité dans la punition, surtout pour un groupe qui fait partie des piliers technologiques européens, ça révèle une perte de confiance vraiment structurelle. Ouais. En gros, les investisseurs ne sanctionnaient plus un simple accident de parcours, ils sanctionnaient une trajectoire complète. Et les chiffres de cette trajectoire, ils sont implacables. Je reprends les notes. Tout commence le 24 avril 2025 avec une baisse de 5,1% lors de la publication trimestrielle. Premier coup de semonce. Voilà, 3 mois plus tard, le 24 juillet, la sanction s'accélère à moins 8,4%. Le 23 octobre, la marche franchit un nouveau cap. On est sur une chute de 13%. Jusque-là, on a vraiment l'image d'un navire qui prend l'eau petit à petit. C'est ça, le marché perd patience. Mais le point d'orgue, le véritable naufrage, il survient le 11 février 2026. Là, c'est une chute historique de 20,8% en une seule journée. Plus de 20%, oui. Un quintième de la valeur de l'entreprise effacée en quelques heures de cotation, c'est juste fou. Les sources attribuent ce crash soudain à des résultats annuels décevants, mais surtout, et je crois que c'est le point clé, à des prévisions pour l'année en cours qui ont été jugées beaucoup trop prudentes. Absolument. Du coup, la question qui se pose naturellement face à ce champ de ruines, c'est de comprendre le basculement psychologique d'Avril. C'est un peu comme une franchise de film, tu vois. Comment ça? Chaque nouvelle suite reçoit de pires critiques que la précédente, le public déserte et ça culmine avec un désastre total au box-office en février. Et là, soudainement, en avril, on a une hausse symbolique de 1,8% et tout le monde souffle. Comment ça peut générer autant de soulagement ? En fait, la réponse se trouve dans la mécanique même de la peur en finance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés détestent l'incertitude bien plus qu'ils ne détestent les mauvaises nouvelles anticipées. Ah, d'accord. Donc savoir que c'est mauvais, c'est mieux que de ne pas savoir du tout. Exactement. Lorsqu'une entreprise enchaîne 4 déceptions d'une telle ampleur, la peur d'un modèle économique fondamentalement cassé s'installe. Le soulagement d'avril 2026, ce n'est pas du tout la célébration d'un triomphe inattendu. D'ailleurs, la note du cabinet indépendant Alpha Value, qui est citée dans nos rapports, le formule de manière très limpide. Ils écrivent, je cite, « La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise ». Fin de citation. Ah ouais, la barre était vraiment très basse, quoi. Totalement. Ce qui est fascinant ici, c'est que le marché célèbre simplement l'arrêt de l'hémorragie. C'est la confirmation que le plancher de verre, il n'a pas cédé une 5e fois consécutive. C'est le fameux soulagement de ne pas trouver de monstre sous lit en allumant la lumière. L'entreprise a juste prouvé qu'elle savait encore marcher droit. Voilà, c'est exactement ça. Mais parce qu'il y a un mais, cette psychologie s'appuie quand même sur des données très tangibles. En plongeant dans les résultats de ce premier trimestre 2026, je trouve que la lecture des chiffres nécessite une véritable gymnastique. Oh que oui, c'est plein de nuances.
Par exemple, le chiffre d'affaires publié s'élève à 1,51 milliard d'euros, ou 1 509 millions pour être exact. Or, ce chiffre représente une baisse de 4% par rapport à l'année précédente. C'est le chiffre facial, oui. Pourtant, l'entreprise revendique, et étonnamment, les analystes semblent valider, une progression de l'activité de 3% hors effet devise. Et alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on pourrait facilement se dire, attends, est-ce que ce fameux hors effet de devise, c'est pas juste une excuse comme un filtre qu'on appliquerait sur une mauvaise photographie pour masquer la réalité d'une baisse des ventes? C'est une excellente question, et c'est souvent la réaction de base. Mais il faut nuancer. En fait, l'analogie du filtre photo n'est pas tout à fait juste. Il vaut mieux imaginer un tapis roulant. Un tapis roulant. Ouais, l'entreprise court toujours aussi vite, peut-être même un peu plus vite, mais le tapis roulant des taux de change va dans le sens inverse. La distinction entre les données publiées et ce qu'on appelle la croissance organique, donc hors devise, ce n'est pas du tout un tour de passe-passe comptable. C'est une nécessité absolue pour évaluer la santé commerciale réelle sur le terrain. D'accord, explique-moi ça concrètement. Eh bien, une entreprise globale comme Dassault, elle vend massivement ses logiciels en dollars aux États-Unis ou en yens au Japon, par exemple. Si la monnaie de présentation, donc l'euro, se renforce fortement face à ces devises sur la période qu'on étudie, la conversion mécanique de ces ventes internationales produit un chiffre en euros plus faible. Ah, je vois. Même s'ils vendent le même nombre de logiciels en Amérique, une fois convertis, ça fait moins d'euros sur le papier. Exactement. C'est ce phénomène macroéconomique qui génère cette baisse faciale de 4%. En revanche, neutraliser cet effet de change, ça permet de mesurer le volume d'affaires réel. Les 3% de croissance organique signifient que les clients ils continuent d'acheter et de renouveler leur licence à un rythme légèrement supérieur à l'année passée. Donc, le moteur de l'activité commerciale, lui, il fonctionne très bien. Ok, le moteur tourne, mais parce qu'il faut bien que le moteur consomme quelque chose, l'attention des analystes se porte aussi sur le carburant, à savoir la rentabilité. Bien sûr. La marge opérationnelle, c'est un autre indicateur qu'on voit scruter de très près dans ces documents. Elle s'établit à 30,3% contre 30,9% au premier trimestre de l'année précédente. Donc une érosion minime, à peine 0,6 points. Le cabinet Investis Securities qualifie d'ailleurs cette préservation de la marge de rassurante. Et c'est le mot juste vu le contexte. Les notes mentionnent aussi les normes IFRS. Alors, avec ces normes, ils affichent un résultat opérationnel courant de 348 millions d'euros, carrément en hausse de 14%. Ça propulse la marge sur ce référentiel de 19,4% l'an dernier à 23% cette année. C'est une belle progression, oui. Juste pour assurer une clarté totale sur ce point technique, l'utilisation de ces fameuses normes IFRS dans les communications financières, ça sert précisément de cadre strict, n'est-ce pas? C'est un référentiel international qui empêche, disons, le maquillage des bilans et donne une vision vraiment non biaisée de la rentabilité. Oui, c'est exactement ça. Les normes IFRS pour International Financial Reporting Standards, c'est, en gros, le langage commun de la transparence financière mondiale. Elle gomme les petites spécificités comptables locales pour permettre aux investisseurs de comparer des entreprises internationales sur une base strictement identique. D'accord, donc on ne peut pas tricher avec ça. Non, c'est très encadré. Et sur cette base stricte, la progression à 23% de marge, c'est un signal de résilience extrêmement fort. Cependant, et c'est capital, l'indicateur ultime de ces résultats, celui qui dissipe vraiment le plus grand nombre de doutes dans l'esprit des investisseurs, c'est le flux de trésorerie opérationnel. Le cash flow, quoi. Le cash. Et les chiffres sont impressionnants ici. Absolument. L'entreprise a généré 949 millions d'euros de cash flow sur le seul trimestre. C'est une hausse de 17%. Oh là! Frôler le milliard d'euros de liquidités générées en seulement 3 mois dans un contexte de défiance boursière aussi fort, c'est une démonstration de force incontestable. Près d'1 milliard d'argent frais en 3 mois. C'est fou. Et c'est fascinant de voir à quel point cet indicateur précis, le cash, prend vraiment le pas sur les simples bénéfices déclarés dans les médias. Oh, complètement. Le cash, c'est la vérité du terrain. Pour bien comprendre la mécanique, un bénéfice comptable, ça peut intégrer des promesses de paiement futurs ou des réévaluations d'actifs un peu théoriques. Mais le flux de trésorerie, c'est l'argent réel, sonnant et trébuchant, qui entre effectivement sur les comptes bancaires de l'entreprise. C'est exactement ça. L'argent qui est là, disponible. L'utilisation en tout début de cycle. Donc, cette génération massive de liquidités, c'est le bouclier ultime. Ça permet de financer la recherche sans s'endetter, de traverser les tempêtes macroéconomiques et même de réaliser des acquisitions.
Tout à fait. C'est ce qui rend le modèle si robuste. Avoir 1 milliard de liquidités, c'est un excellent bouclier, on est d'accord. Mais un bouclier, ça ne fait pas gagner une guerre de croissance. Et c'est là que notre document pointe vers leur arme offensive, la stratégie du nouveau leadership. La transition est fondamentale, effectivement. Parce que ces liquidités, elles doivent servir une vision à long terme. Et il se trouve que la direction de l'entreprise a justement changé au beau milieu de la tempête. Pascal Dallos a officiellement pris le poste de PDG le 21 février 2026. Soit quelques jours seulement après le fameux crash boursier de moins 20,8%. Exactement. Bon, il était déjà directeur général auparavant, donc il connaissait la maison, mais il a pris les rênes au pire moment. Et les notes d'analystes soulignent que sa toute première mission a été de stabiliser le navire en s'appuyant sur des piliers historiques très rentables. Lesquels, par exemple? On parle de logiciels comme Centric, qui est dédié à la gestion du cycle de vie des produits, et bien sûr SolidWorks, qui reste la référence mondiale en matière de conception et de modélisation 3D. Ok, donc stabiliser avec l'existant, les valeurs sûres, c'est une chose. Mais quand on lit les communications de ce nouveau PDG, ils mettent surtout l'accent sur l'avenir. Pascal Dalloz affirme dans nos sources que l'entreprise se trouve à un, et je le cite, tournant décisif. Oui, les mots sont forts. Il explique que les clients industriels passent de l'expérimentation pure à un véritable déploiement industriel à grande échelle et qu'ils cherchent des plateformes hyper fiables. Et bien sûr, la stratégie annoncée vise à se distinguer sur la monétisation et le passage à l'échelle d'une technologie dont on entend parler tous les jours, l'IA, l'intelligence artificielle. Le fameux mot magique. Exactement. Et là, je pense qu'on peut légitimement faire preuve d'un peu de scepticisme. Aujourd'hui, absolument chaque entreprise technologique, sans exception, saupoudre ses rapports financiers du mot IA pour rassurer les marchés. C'est presque un réflexe pavlovien. C'est clair, le IA washing, c'est une réalité. Du coup, il est très pertinent de se demander s'il s'agit d'une transformation profonde des outils industriels de Dassault ou, soyons honnêtes, simplement du mot-clé magique utilisé par un nouveau PDG pour apaiser une bourse en pleine panique après février. Ce scepticisme, il est non seulement légitime, mais c'est une réaction très saine face à l'abondance d'effets d'annonce qu'on voit dans le secteur tech en ce moment. Néanmoins, si l'on relie ça à une vision plus globale, l'analyse des portefeuilles de logiciels qu'on a mentionnés indique une vraie différence de nature ici. C'est-à-dire. En fait, il y a une frontière très nette entre l'IA générative grand public, tu sais, celle qui génère un texte de blog ou une jolie image, et ce fameux déploiement industriel mentionné par la direction. Ce n'est pas le même métier, quoi. Pas du tout. Dans l'univers de la modélisation 3D avec SolidWorks ou de la gestion du cycle de vie avec Centric, l'intelligence artificielle répond à des problèmes de physique pure et de logistique complexe. L'objectif de l'IA industrielle ici, ce n'est pas conversationnel. Il s'agit par exemple d'optimiser l'aérodynamisme d'une pièce d'avion en temps réel pour économiser du carburant, ou de prédire exactement les points de rupture des matériaux avant même qu'on ait fabriqué le moindre prototype physique. Ah oui, c'est très concret. Ou encore d'anticiper les goulots d'étranglement dans une chaîne d'approvisionnement mondiale. L'enjeu, c'est donc la fiabilité absolue. Parce qu'un algorithme qui se trompe dans un poème ou qui te fait un dessin bizarre, c'est anecdotique. Mais un algorithme qui, comme on dit, hallucine sur la résistance d'une pièce de moteur d'avion, là, fait une catastrophe industrielle majeure. C'est exactement ça le cœur de leur argumentaire. La stratégie de monétisation de Dassault consisterait donc à vendre cette fiabilité algorithmique aux très grands industriels qui doivent optimiser leurs propres usines. Voilà, ils vendent de l'IA certifiée sans droit à l'erreur. Ok. Alors, si l'on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on a évoquées jusqu'ici, l'hémorragie boursière est stoppée, l'entreprise génère près d'1 milliard de liquidités par trimestre, les marges dépassent tranquillement les 30%, et le nouveau PDG positionne le groupe au cœur de l'optimisation industrielle par l'IA. Sur le papier, c'est un sans faute. Voilà, c'est le portrait robot d'une entreprise extrêmement attractive. Pourtant, et c'est là qu'on arrive à un point crucial de notre décryptage, en lisant le verdict final du marché et des analystes dans la dernière partie de nos sources, on découvre un contraste, mais alors vraiment saisissant. Le contraste est en effet l'un des aspects les plus instructifs de tous ces documents. Malgré absolument tous ces signaux positifs de stabilisation qu'on vient de lister, les recommandations des bureaux d'analyse restent d'une froideur clinique. C'est presque cruel. La note de Barclays résume parfaitement ce sentiment paradoxal. Il qualifie le premier trimestre de solide, mais l'analyste ajoute immédiatement qu'il ne marque pas, je cite, un point d'inflexion en termes de croissance. C'est dur. Et la conclusion finale, la recommandation officielle qu'ils envoient aux investisseurs, elle tient en 3 mots. Restez à l'écart. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi rester à l'écart si tout va bien? L'explication,
Elle réside dans la notion même de valorisation boursière. Une entreprise peut présenter un bilan comptable totalement irréprochable, générer des tonnes de cash, et pourtant ne pas constituer une bonne opportunité d'investissement. Pourquoi? Parce que son prix actuel sur le marché intègre déjà toute cette solidité, mais n'offre aucune perspective d'accélération. C'est toute la subtilité de la valorisation d'une action, c'est ça? Le rapport dit que l'entreprise est correctement valorisée au regard des modestes perspectives. Pour essayer d'illustrer cette mécanique complexe, c'est un peu comme... Enfin, prenons l'exemple d'un billet de train. Vas-y. C'est comme si un investisseur avait payé à prix d'or un billet pour un train à grande vitesse. L'entreprise, le train, est en parfait état. Le moteur tourne, la carrosserie brille, il n'y a aucun risque de déraillement. Mais soudain, l'annonce tombe à la gare. Ce train roulera finalement à la vitesse d'un petit train régional. Très bonne image. Du coup, les passagers décident de réajuster à la baisse le prix qu'ils sont prêts à payer pour ce billet. Ils veulent bien monter dedans, mais pas au prix du TGV. Et les prévisions pour l'année 2026 de l'entreprise reflètent précisément cette vitesse de train régional, non? Les chiffres prévisionnels valident totalement cette métaphore du train régional. Pour l'ensemble de l'année 2026, l'entreprise n'anticipe qu'un chiffre d'affaires de 6,35 milliards d'euros. Ce qui donne quoi en termes de croissance? Ça représente une croissance infime de seulement 2% par rapport à l'année précédente. 2% avec l'inflation, c'est quasiment plat. Exactement. Et du côté de la rentabilité finale, c'est pire. Le résultat net est estimé à 1,78 milliard d'euros, soit une progression quasi nulle de 0,5%. Et le bénéfice net par action, ce qu'on appelle le BNPA dans le jargon, illustre parfaitement cette stagnation. Il devrait passer de 1,31 € en 2025 à seulement 1,32 € en 2026. Un centime de plus. Voilà. L'absence de dynamique de croissance, elle est totale. Et ces prévisions anémiques, elles ont un impact direct sur un indicateur financier majeur qui est abondamment évoqué dans nos rapports, le PER, le Price Earning Ratio. L'indicateur roi en bourse. Écoute, et qui ne serait pas familier avec le terme, il s'agit du multiple de valorisation, c'est-à-dire le nombre d'années de bénéfices que le marché accepte de payer pour acquérir une action. Et les données qu'on a sous les yeux montrent que le PER de Dassault Systèmes passe de 26,5 fois les bénéfices en 2025 à seulement 14,8 fois les bénéfices estimés pour 2026. C'est une chute spectaculaire du multiple. Une telle compression, ça raconte une histoire psychologique vraiment puissante. En finance, les entreprises technologiques bénéficient historiquement de PER très élevés, très souvent au-dessus de 25 ou 30, parce que le marché achète leur potentiel de croissance exponentielle futur. Et c'est là le cœur du problème. Quand le PER d'une entreprise technologique de premier plan tombe autour de 14, le marché opère ce qu'on appelle un déclassement psychologique profond. Un changement de statut, en gros. Exactement. Les investisseurs institutionnels ne considèrent plus l'action comme une valeur de croissance technologique. Ils la réévaluent comme une valeur de rendement. Presque comme une entreprise de service public traditionnelle, tu sais, dont les revenus sont très stables, mais complètement plafonnés. D'accord, donc on sait qu'on ne va pas perdre d'argent, mais on ne va pas faire x10 non plus. Voilà. Le marché acte le fait que l'entreprise génère énormément d'argent, qu'elle est financièrement inattaquable, mais qu'elle ne fera plus rêver avec des taux de croissance à 2 chiffres. Et sans une preuve concrète d'une réaccélération des ventes, le titre manque cruellement de catalyseurs pour justifier une nouvelle envolée boursière. C'est très clair. D'où la recommandation de Barclays de rester sur la touche et d'attendre. Le prochain test crucial, d'ailleurs, celui qui devra prouver cette fameuse réaccélération ou, au contraire, confirmer la stagnation, il est fixé au 23 juillet pour la publication des résultats semestriels. Le rendez-vous est pris. Le parcours dessiné par l'analyse de tous ces documents est vraiment riche d'enseignements sur le fonctionnement des marchés. Pour récapituler un peu les dynamiques qu'on a observées lors de ce décryptage, l'entreprise sort d'une spirale destructrice ponctuée de 4 avertissements majeurs et d'un crash retentissant en février. Oui. Le rebond d'avril marque un palier de stabilisation indispensable. Sous la direction de Pascal Dalloz, l'entreprise a rassuré sur ses fondamentaux. Elle maintient ses marges au-dessus des 30%, elle neutralise l'impact négatif des devises et surtout, elle prouve la résilience de son modèle en générant près d'1 milliard d'euros de cash en un seul trimestre. Le navire est solide, on a dit. Très solide. Et le cap est mis sur le déploiement de l'intelligence artificielle à grande échelle pour l'industrie. Oui, tu vois, l'ensemble de ces éléments, ça soulève une ultime interrogation. Une contradiction fascinante qui émerge quand on fait la lecture croisée de leur stratégie technologique d'un côté et de leurs prévisions financières de l'autre. Un paradoxe de plus.
Oui, il y a un décalage majeur qui mérite vraiment réflexion pour clore notre analyse. D'un côté, le discours officiel positionne l'entreprise à un fameux tournant décisif en soulignant que l'intelligence artificielle entre enfin dans une phase de déploiement industriel massif. Cette technologie, on nous la présente mondialement comme le plus grand vecteur de productivité de la décennie. C'est le discours ambiant, oui. Mais d'un autre côté, le groupe, qui est pourtant pionnier et leader mondial de l'optimisation industrielle, ne prévoit de croître que de 2% sur l'année de ce prétendu grand basculement. C'est vrai que ça coince. Alors la question est la suivante. Si l'intelligence artificielle révolutionne véritablement l'industrie à cette échelle-là, pourquoi la traduction économique, la monétisation réelle dans les bilans comptables des géants historiques du logiciel est-elle si lente à se matérialiser? C'est le grand paradoxe qui continuera sans doute d'animer les débats financiers de ceux qui nous écoutent dans les prochaines années.